Ça. Chers amis, je vous invite à reprendre place. Nous allons poursuivre. Voilà, merci de bien vouloir revenir dans le temple. Mais c'est pas grave, moi j'ai besoin d'heures. C'est pas grave, t'inquiète pas, ça va faire une... Voilà, nous allons redémarrer avec une vidéo. Voilà, merci beaucoup et je vous invite à donc regarder cette deuxième vidéo qui présente les engagements des églises évangéliques aujourd'hui. Travaille pour l'EDEC, qui est une ONG d'aide d'urgence chrétienne, membre de la FBF.
Et nous accueillons maintenant Pierre-Yves Kirchléger, qui est maître de conférence d'histoire contemporaine à l'université Paul Valéry à Montpellier. Agrégé d'histoire et docteur en histoire des religions, il est entre autres membre du comité scientifique du Centre interdisciplinaire d'études du religieux à Montpellier, membre du comité de la Société d'histoire du protestantisme de Montpellier et membre associé du comité de la Société de l'histoire du protestantisme français. Il a écrit de nombreux articles et s'est intéressé, vous pouvez le voir, au protestantisme français, dont les évangéliques, notamment pour la période du XIXe et début du XXe siècle. Et par exemple, un article qui m'a beaucoup intéressé, déjà au titre très évocateur et peut-être encore d'actualité, « Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts », une exhortation à la jeunesse évangélique au milieu du XIXe siècle. Et comme il y a une librairie à côté, je voudrais vous signaler deux ouvrages dans lesquels Pierre-Yves a écrit un article dans ce livre « Les minorités religieuses en France » qui est paru en 2019, et puis, je vais vite, la préface de cet ouvrage « Félix Neff, l'apôtre des Hautes-Alpes ». Donc je vous invite aussi après à aller faire un tour à la librairie. Et je tiens à vous remercier beaucoup, Pierre-Yves, d'avoir accepté notre invitation et de faire ce tour de force, de faire cette présentation donc d'un parcours historique, faire ça en 30 minutes, vivre sa foi, assumer l'unité, les grandes étapes de l'évangélisme en France. Merci vivement. Merci. Alors je rajoute dans le titre les grandes étapes de l'évangélisme en France et au sein de la FPF. En effet, retracer 115 ans d'histoire des évangéliques et de la fédération protestante dans le temps imparti, 30 minutes, est un peu une gageure impossible. Si l'on songe que le pasteur Yves Parent, ancien secrétaire général de la FPF, a mis plus de 4 ans et près de 1000 pages pour traiter dans sa thèse d'une période à peine plus courte de l'histoire de la FPF. Alors bien sûr, ce ne peut être qu'un panorama dressé à grands traits, mais les organisateurs de ce colloque ont souhaité qu'une telle présentation trouve sa place pour rappeler le chemin parcouru et emprunté depuis 1905. Dans un paysage protestant qui s'est considérablement transformé en un siècle, la FPF a connu elle-même d'importantes mutations. Et donc je vous propose de redécouvrir les grandes étapes de l'essor des évangéliques et de leur engagement ou non au sein de la FPF, car il est souvent plus facile pour les communautés protestantes de vivre leur foi que d'assumer l'unité. La FPF est créée le 25 octobre 1905 du devoir de manifester publiquement l'union fraternelle des protestants français, comme le dit l'article 1er de ses statuts. Sa naissance répond à une conjoncture de rupture majeure, la fin du système concordataire et la discussion au Parlement de la loi sur la séparation des églises et de l'État. Dans ce contexte, mettre en place une concertation entre les églises pour défendre leurs intérêts face à l'État ou pour négocier avec lui est presque unanimement accepté. Cette conjoncture permet de réaliser une idée qui n'est d'ailleurs pas nouvelle, mais qui n'avait jamais pu aboutir. Des projets de confédération des églises émergent en effet depuis les années 1870, mais pendant 30 ans, ils se heurtent aux divisions entre protestants. La séparation de 1905 bouscule les oppositions traditionnelles entre concordataires et non-concordataires, d'une part, entre évangéliques et libéraux, d'autre part. La séparation donne raison aux églises libres qui avaient refusé ou qui étaient sorties du régime concordataire au cours du XIXe siècle. Prophètes de cette séparation, les libristes s'expriment dès leur synode de 1903 en faveur d'une certaine unité du protestantisme et demandent, je cite, aux chrétiens qui se réclament de la réforme de préparer les mesures qui abaisseront les barrières entre les églises et faciliteront la collaboration fraternelle au service de Dieu dans l'humanité. Les libristes sont donc à l'initiative des rencontres qui vont aboutir à la naissance de la FPF.
Alors pourquoi la mise en place de la FPF est-elle désormais possible? Les églises qui sont depuis longtemps ou depuis toujours séparées de l'État, c'est-à-dire les libristes, les baptistes, les méthodistes principalement, se sont rapprochées et sont entrées en dialogue au cours de la décennie précédente. Et maintenant que les liens avec l'État sont rompus, beaucoup se demandent ce qui sépare encore les réformés évangéliques des libristes. De plus, entre les réformés, les positions théologiques ont évolué depuis la fin du XIXe siècle. Les libéraux les plus radicaux ont quitté l'Église et beaucoup de réformés veulent préserver un témoignage d'unité en rapprochant les deux unions d'Église qui s'étaient créées après 1872. Si certains réformés évangéliques sont donc favorables à une réunification avec les libéraux, d'autres, au contraire, s'y opposent. Et pour ne pas fracturer le camp réformé évangélique, soutiennent le projet de fédération protestante afin d'éviter l'union avec les réformés libéraux. Alors ainsi s'expliquent les déplacements opérés en 1905 dans chacune des églises qui permettent de créer en moins de 2 ans la FPF. À la première assemblée générale de la FPF, réunie à Nîmes en novembre 1909, 6 unions d'églises sont officiellement présentes. Les églises réformées évangéliques, les églises réformées libérales, l'Union des églises réformées de Jarnac, qui regroupe des églises réformées évangéliques et libérales, l'Église évangélique luthérienne de Paris et de Montbéliard, l'Union des églises évangéliques libres et l'Église évangélique méthodiste. 6 unions d'églises officiellement présentes, mais une 7e union est également représentée puisque 2 délégués baptistes participent et votent avec voix délibérative, même si officiellement la Fédération baptiste n'adhère à la FPF qu'en 1916. Et une 8e famille protestante prend part aux décisions, celle des églises locales indépendantes, comme La Rochelle, Bordeaux, Paris, qui sont représentées par un délégué. Donc ces chiffres disent assez la complexité de l'équilibre et en même temps l'exploit réalisé. La FPF est d'emblée marquée par la diversité. Le pasteur Henri Cordet, alors secrétaire de la FPF, dit « C'est la première fois depuis plus d'un siècle que les diverses fractions dont se compose la famille issue de la Réformation en France siègent officiellement en une assemblée pour manifester leur unité fondamentale et leur cordiale fraternité. Aucune union d'église n'a la majorité et les petites églises sont surreprésentées pour atténuer le poids des réformés et pour témoigner de leur rôle dans la création de la FPF. Le projet de la FPF se développe selon 3 axes. Une dimension politique, il faut veiller à la sauvegarde des libertés nécessaires à l'exercice du culte protestant et défendre, s'il y a lieu, auprès des pouvoirs publics, les droits des églises. Une dimension de rassemblement, puisqu'il faut affirmer l'unité morale du protestantisme, contribuer à un rapprochement plus intime entre les églises et de manière plus large encore entre les églises et les œuvres protestantes. Et enfin, la FPF a une dimension de témoignage en favorisant les campagnes entreprises en faveur du progrès moral, social et religieux. Nous aurions aimé que d'autres groupes encore, même faibles numériquement ou organisés de façon spéciale, eussent pris place dans cette première assemblée générale, souligne le pasteur Henri Cordet. Ils seront bienvenus en tout temps. Si la grande partie des évangéliques professants ont adhéré à la FPF, sont en effet restés à l'écart les baptistes de l'association et les baptistes indépendants, les assemblées de frères, étroits ou larges, comme les mouvements évangéliques locaux, même s'il s'agit d'effectifs souvent très faibles. Les évangéliques jouent donc un rôle majeur aux origines de la FPF. Après avoir donné l'impulsion, ils prennent la tête de l'institution. Comme vient de le rappeler le pasteur Batty, le premier président de la FPF est un libriste qui assume ses fonctions pendant une 20aine d'années. Et les premiers secrétaires et secrétaires adjoints du conseil de la FPF sont également évangéliques. Le pasteur libriste Henri Cordet, le pasteur méthodiste Onésime Prunier, puis le pasteur libriste Élie Bonnet de 1918 à 1927, ou le pasteur méthodiste Élie Vidal.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la FPF s'agrandit de 2 églises alsaciennes, redevenues françaises, l'église réformée d'Alsace-Lorraine et l'église de la Confession d'Augsbourg, mais également de la Société évangélique centrale, admise en 1924. Selon les estimations de Sébastien Fath, on peut annoncer qu'il y a alors en France 25 000 évangéliques explicitement professants et 250 000 protestants d'orientation évangélique. Mais la dynamique et l'équilibre créés à l'origine de la FPF vont muter à la fin des années 1920. En 1927, les 2 libristes qui animent la FPF se retirent. Il s'agit d'abord d'une question d'âge et de passage de relais à une nouvelle génération. Le président Édouard Gruner a 78 ans et le secrétaire Élie Bonnet a 69 ans. Mais le changement marque en réalité 2 ruptures plus profondes. La première est la crise que traverse l'Union des Églises libres. Le nombre d'associations a diminué, les vocations pastorales sont en crise, et de manière plus générale se développe l'idée que les églises libres ont peut-être fait leur temps et n'ont plus de raison d'être maintenant que toutes les églises sont libres, c'est-à-dire non concordataires, sans lien avec l'État. Le synode libriste de 1927, significativement, émet le vœu qu'une commission interecclésiastique soit constituée en vue de prolonger les lignes de l'œuvre de la fédération, par la recherche d'un terrain d'entente sur lequel pourrait se manifester, afin que le monde croie, l'unité spirituelle des membres du corps du Christ. Et ce vœu est renouvelé par le synode libriste de 1929. Mais cet appel ne rencontre alors guère d'écho dans les autres unions d'églises, même s'il est au fond précurseur de la seconde rupture majeure qui s'annonce alors, c'est-à-dire la mise en marche de l'unité des églises réformées. En 1933 s'engage le processus unitaire qui aboutit, en 1938, à la création de l'Église réformée de France, qui regroupe les 2 unions des églises réformées et des églises réformées évangéliques, mais aussi 17 églises libres, 7 églises méthodistes, 4 églises indépendantes et la Société centrale évangélique. Une partie importante des évangéliques ont été attirés et intégrés par la nouvelle Église réformée de France. Or, cette unification en bouleversant le paysage protestant va se traduire tout naturellement par un basculement des relations au sein de la FPF. Avec ses 587 associations cultuelles, la nouvelle Église réformée de France se retrouve numériquement en 1938 en position largement dominante. Et cette domination est renforcée par l'affaiblissement de la représentation du courant évangélique au sein de la FPF. Bien sûr, la diversité protestante n'a pas disparu au sein de la fédération, mais la création de l'ERF a un fort impact sur les autres unions d'églises. Les évangéliques qui ont adhéré à la nouvelle Église réformée de France ne sont plus représentés en tant que tels. La nouvelle union des églises libres est fortement amoindrie, puisque les églises urbaines, parmi les plus importantes et les plus riches, ont adhéré à l'Église réformée de France. La majorité des méthodistes ont rejoint l'Église réformée de France, et ceux qui ont refusé créent une nouvelle union évangélique des églises méthodistes, mais qui n'est plus membre de la FPF. Parmi les réformés, les réfractaires à l'union de 1938 se regroupent au sein des églises réformées évangéliques indépendantes. Mais la querelle qui s'ensuit avec l'Église réformée de France sur l'héritage institutionnel et symbolique bloque leur entrée dans la FPF. Et les EREI ne rentrent finalement dans la FPF qu'en 1948, après avoir accepté d'ajouter à leur nom le qualificatif d'indépendante. Finalement, vous voyez, la création de RF a été un séisme dans le paysage protestant. Seuls les luthériens et les baptistes restent totalement à l'écart du processus de fusion et n'en connaissent aucune conséquence.
La domination réformée n'est pas seulement numérique, elle devient également institutionnelle. Après le court mandat du pasteur réformé évangélique Émile Morel, entre 1927 et 1929, est élu à la présidence de la FPF le pasteur Marc Beughner, qui en devient l'inamovible président pendant un peu plus de 30 ans. L'exceptionnel mandat de celui que l'on surnomme le pape des protestants renforce l'idée d'une hégémonie des réformés sur le protestantisme français. D'autant que le pasteur Beughner cumule la présidence de la FPF avec la présidence du Conseil national de l'Église réformée de France. Aussi, dans les années 1950, des critiques se font-elles jour dans les milieux évangéliques contre la FPF. Réticence par rapport à l'écuménisme, réticence par rapport aux prises de position politiques de la FPF, cotisations financières demandées aux petites unions d'églises jugées excessives. Dès 1957, l'Union des Églises libres exprime officiellement ses réserves vis-à-vis de la FPF et 2 ans plus tard vote un vœu de défiance à son égard. L'adoption par la FPF de ces nouveaux statuts en 1962 est interprétée comme le premier pas d'une unification institutionnelle de tout le protestantisme. L'Union des Églises libres désire au contraire conserver son indépendance face, je cite, aux divergences sérieuses de doctrine, de notion de l'Église et de la notion de l'unité chrétienne, et décide en 1963 de se retirer purement et simplement de la FPF. Nous savons aujourd'hui que les craintes exprimées par les libristes n'étaient pas fondées. Les nouveaux statuts de la FPF n'ont pas été une étape sur la voie de l'unification institutionnelle. Mais dans le contexte des années 60, ces craintes ne reposent pas sur de simples fantasmes. L'ère du temps qui pousse la FPF à se réorganiser est favorable à l'unité. L'article 1er des nouveaux statuts de la FPF inclut la pratique de l'intercommunion entre les églises membres. L'Assemblée de la FPF de 1960 à Montbéliard appelle à avancer sur la voie d'une unité enrichie de la diversité des églises. Le président de l'Église réformée de France, le pasteur Pierre Bourguet, déclare enthousiaste être disposé à l'abandon joyeux d'une part de notre souveraineté propre en vue d'une unité organique plus précise lorsque nous ne risquerons pas d'être trop en flèche par rapport à nos compagnons de voyage. Le pasteur méthodiste William-Henri Guiton voit dans l'esquisse de l'Église évangélique unie de France, discutée à Montbéliard, une unification romanisante et pro-romaine. Je cite, « Le pasteur Beughner a servi le plan papal en demandant à Montbéliard, lors de la récente assemblée, la réunion des diverses dénominations en une seule église, l'Église évangélique de France. Cette église unique formerait un bloc facile à prendre par Rome, heureuse de voir disparaître les termes qui l'offensent, luthérienne, réformée, qui de son côté serait prête à supprimer le terme romaine qui déplaît à tous les protestants, prête à d'autres concessions de surface, mais nullement de doctrine ni de méthode. Il n'y aurait plus pour l'Église évangélique protestante qu'à s'unir à l'Église évangélique catholique pour préparer ainsi l'unité complète de la chrétienté mondiale au profit du Vatican. Le tour serait joué. » On voit l'ampleur des craintes. Alors, devant les fortes réticences des églises évangéliques, le projet d'unification se resserre sur les 4 principales églises réformées et luthériennes, le RF et l'ERAL, l'église luthérienne et l'ECAL. Adopté en février 1968, l'avant-projet est cependant abandonné à la fin de la même année, en raison notamment des craintes luthériennes vis-à-vis d'une structure centralisatrice qui effacerait ses particularismes. L'Assemblée générale de la FPF de 1969 à Grenoble est le point d'orgue des crispations auxquelles le souci de l'unité peut conduire lorsqu'il devient obsession. Du côté des évangéliques, la situation évolue également. L'hégémonie, réelle ou fantasmée, et peu importe d'ailleurs, de l'Église réformée de France, pousse les évangéliques à se rapprocher, à se structurer à côté
de la FPF. À travers la relance de l'Alliance évangélique française en 1953, mais plus encore à travers la naissance de l'Association d'églises de professants en 1957. Cet effort s'appuie sur la croissance numérique du courant évangélique, porté par sa dynamique évangélisatrice, comme par l'aide missionnaire étrangère, ou bientôt par l'immigration. Sébastien Fath estime à 100 000 le nombre d'évangéliques français en 1960. La structuration du monde évangélique se renforce dans les années 1960, avec la création de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine en 1965, et avec la création d'une autre fédération, la Fédération évangélique de France, en 1969, face aux pentecôtistes d'un côté et face à la FPF, jugée trop pluraliste, de l'autre. Une ligne de fracture claire apparaît dans la comparaison des deux fédérations, la Fédération évangélique de France et la FPF. La FPF ne s'est pas dotée d'une confession de foi explicite et claire, elle affirme simplement son attachement à la Bible et aux grandes affirmations de la Réforme. Pour autant, la décennie 60 n'est pas pour la Fondation protestante de France sans fécondité. La FPF décide d'admettre en son sein les institutions, œuvres et mouvements protestants, forces vives du protestantisme, reconnus comme de vrais partenaires dans la recherche et l'exercice d'un ministère commun. Et pour permettre une coordination plus poussée avec les œuvres protestantes, la FPF les structure en départements en 1963. Or, parmi ces œuvres, nombreuses sont celles d'inspiration évangélique, reflet de la dynamique fortement militante du courant évangélique. Donc, par-delà le schéma d'une entreprise ecclésiale classique, la FPF fait ainsi preuve d'une originalité novatrice dans cette association des œuvres et mouvements aux églises. L'échec des projets d'unification au sein de la FPF marque un tournant. Le pasteur Charles Westphal cède la présidence de la FPF en 1970 à un laïc, Jean Courvoisier, président de la Société des Missions, puis du DEFAP. Il s'agit du second laïc à assumer cette charge après Édouard Gruner. La FPF assume désormais une autre vision de l'unité, une vision conciliaire, selon l'expression de l'époque, c'est-à-dire une unité respectueuse de la diversité des traditions et des sensibilités d'Église qui se reconnaissent mutuellement comme rassemblées autour du Christ vivant. À l'unité institutionnelle, la FPF préfère l'unité plurielle du protestantisme. Ce choix permet à la FPF de connaître ses premiers élargissements. En 1969, la mission populaire évangélique, née de l'œuvre du révérend Mac Hall, débutée à Paris en 1871, qui n'est pas à proprement parler une église, mais une œuvre interdénominationnelle. En 1972, adhésion de l'Église apostolique, puis de la mission évangélique tzigane, et en 1983, adhésion d'églises appartenant à la famille pentecôtiste. La FPF accepte également l'adhésion de membres correspondants, comme le Centre missionnaire de Carré, la Ligue pour la lecture de la Bible, Jeunesse pour Christ, Croisade de maison en maison ou Radio Évangile. L'entrée de toutes ces églises est une révolution dans la FPF, qui s'ouvre au pentecôtisme, à ses particularités théologiques et à ses manifestations spectaculaires que sont la prophétie, le parler en langue ou la guérison miraculeuse. Signe d'une ouverture réciproque nouvelle, de nombreuses demandes d'adhésion ou du moins de contact en vue d'une éventuelle adhésion à la FPF parviennent de divers horizons évangéliques et particulièrement de traditions pentecôtistes dès la fin des années 70. Il s'agit en général de petites églises avec une faible dimension nationale et d'essor récent. En 1975, la France compte désormais 200 000 évangéliques. Et c'est souvent par le biais des œuvres sociales que ces églises pentecôtistes entrent en relation avec le reste du protestantisme. Les différences de pratique, d'autorité et de théologie et les tensions qui sont apparues entre évangéliques piétistes et pentecôtistes ont d'ailleurs été l'un des éléments qui ont poussé les pentecôtistes à se tourner vers la FPF.
Le secrétaire général de la FPF, le pasteur Chrétien, souligne à l'époque tout ce qu'il peut y avoir de problématique et de réjouissant à la fois dans cet élargissement spontané ou euphorique. Si certains se réjouissent de cette ouverture, d'autres s'en inquiètent. Et la FPF décide de prendre le temps du recul. Réfléchissant à une politique d'ensemble face aux demandes d'adhésion, la FPF adopte en 1979 un texte sur les conditions spirituelles d'appartenance à la FPF. Elle souligne l'importance des motivations de solidarité et de communion avec les membres et de l'entente, de la coexistence fraternelle, notamment au niveau local. Puis en 1993, la FPF se dote d'une charte. Le changement de nom traduit la modification de perspective. Les adhésions d'églises évangélo-pentecôtistes ont montré la nécessité de penser l'élargissement de la FPF, c'est-à-dire de réfléchir non plus seulement aux conditions d'appartenance, mais à la manière de vivre ensemble. Et le préambule de la charte lève les ambiguïtés éventuelles sur les rapports institutionnels entre les membres. Je cite, « L'unité dans la diversité reconnue est un témoignage, et chaque église ou organisation conserve les formulations de la foi, les expressions cultuelles, les formes de présence dans la société et les priorités du témoignage auxquelles elle est attachée. » La FPF n'est donc pas une super-église, mais elle ne peut pas non plus être un simple outil administratif. C'est pourquoi la charte propose un horizon où, je cite, « de nouveaux chemins de communion et de fidélité évangélique se découvrent inattendus pour tous. » La FPF se dit une communauté ouverte, prête à de nouvelles adhésions, et elle porte en elle une double dimension d'œcuménisme intra-protestant et d'œcuménisme chrétien. C'est donc rassuré sur son fonctionnement et clair sur sa politique d'adhésion que la FPF reprend son élargissement au milieu des années 1990. Les entrées de 1995 et 1996 concernent des évangéliques historiques. L'Armée du Salut, de tradition méthodiste, présente en France depuis 1881, et l'Union des Églises évangéliques libres, qui fait son retour 30 ans après sa sortie. L'adhésion en 1995 de l'Union d'Églises chrétiennes évangéliques est en réalité le regroupement d'églises ayant déjà adhéré à titre individuel en 1983, mais souhaitant s'élargir à d'autres églises locales. Cet élargissement important au point de vue symbolique et l'élection d'un président non réformé, le pasteur luthérien Jean Tartier, en 1997, marque bien un tournant et la fin volontaire de l'hégémonie réformée. En 2007, le 10e président de la FPF est à nouveau un évangélique, le pasteur Claude Batty, et l'on pourrait de même égrener la liste des évangéliques élus secrétaires généraux ou vice-présidents de la FPF depuis la fin des années 1980. La FPF s'engage parallèlement dans un élargissement assumé dont les procédures se veulent plus lentes, plus prudentes, au terme d'un dialogue exigeant d'au moins 3 ans pour, je cite, ne pas brûler les étapes. La FPF veut prendre du temps, le temps de la réflexion, avant de répondre aux demandes d'adhésion. Le dialogue avec les adventistes, par exemple, commencé en 1996, durera 10 ans pour éclaircir et mieux comprendre l'impact de la pensée d'Ellen White, la place du sabbat et de l'eschatologie. Il est parfaitement possible d'être protestant sans être membre de la Fédération protestante de France, répète le président Jean-Arnold de Clermont. La FPF ne veut en aucun cas être l'instance de reconnaissance et de labellisation des bons protestants. Le dialogue est donc un processus de reconnaissance mutuelle. Il s'agit d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre sans chercher à harmoniser les pratiques. Alors que la FPF n'avait connu entre 1969 et 1983 que 5 adhésions d'union d'églises et 5 adhésions d'églises locales, elle va voir entrer 19 unions à partir de 1995. Certains dialogues commencés n'ont d'ailleurs pas débouché sur une adhésion, comme avec les assemblées de Dieu.
Ces élargissements ont été possibles grâce aux évolutions internes qu'ont connues les différents courants du protestantisme. Les frontières confessionnelles font preuve d'une certaine fluidité, même si les crispations identitaires n'ont pas disparu. Certains d'entre nous diront, je cite toujours le pasteur Jean-Arnold de Clermont en 2006, « Vous vous accoquinez avec des gens qui troublent votre image progressiste et ouverte. Au contraire, dit-il, nous sommes en train d'affermir notre image en tant que protestants en privilégiant le débat et notre volonté de témoignage dans la cité. » En effet, vu du monde luthéro-réformé, les évangéliques hors fédération paraissent souvent proches du sectarisme ou du conservatisme. Et on craint que l'élargissement n'handicape l'effort commun de réflexion sur les questions éthiques. Certains font les comptes et ont peur d'être submergés par l'afflux de nouvelles églises où le nombre de pratiquants est très important. Mais les églises évangélo-pentecôtistes ont de leur côté évolué aussi vers plus d'ouverture théologique, sur la toile de fond des dialogues œcuméniques internationaux, bilatéraux ou multilatéraux. Après une phase de croissance marquée par une forte insistance sur l'évangélisation et souvent un désintérêt des relations avec les autres églises, les églises évangélo-pentecôtistes ont pris conscience d'une nécessaire ouverture. La découverte d'un œcuménisme de terrain entraîne souvent la participation à des pastorales et le désir de collaboration avec d'autres églises chrétiennes sur le plan local ou national. L'augmentation de la formation des pasteurs est de même un facteur de rapprochement, comme malheureusement aussi les tracasseries administratives ou les complications juridiques qui ont pu pour certaines églises être une motivation pour nouer des liens avec la FPF. Pour beaucoup d'églises évangélo-pentecôtistes, l'hésitation à se rapprocher de la FPF tient moins à des problèmes de conviction théologique qu'à la faible culture du débat ou du pluralisme en leur sein et aux réticences par rapport aux positions éthiques prises par la FPF. Quoi qu'il en soit, la FPF tente d'accompagner son élargissement volontariste dans le souci d'approfondir les relations avec et entre les évangéliques, pour ne pas rester côte à côte. En 2001 est mise en place une coordination évangélique au sein de la FPF. Des rencontres bisannuelles des mouvements pentecôtistes et charismatiques de la fédération sont organisées. Le projet Mosaïque, lancé en 2007, a pour objectif de renforcer les liens entre protestants issus de traditions différentes. Et la collaboration dans les services d'aumônerie, comme dans les émissions radio et télévisées, est l'une des principales forces de la FPF. Alors il est temps de conclure. Le paysage protestant s'est donc considérablement transformé et enrichi au cours du XXe siècle, par des réveils, des créations, des divisions, des fusions, et la FPF a su traverser toutes ces étonnantes mutations en évoluant à son tour. En voulant être l'expression plurielle du protestantisme, la FPF porte intrinsèquement en elle les tensions liées à la diversité du protestantisme. Fortement marquée par les évangéliques à son origine, la FPF redécouvre depuis les années 1970 et surtout depuis le milieu des années 90 la richesse et les risques de la coopération entre églises. La création du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, en 2010, a montré que de nombreux évangéliques se sentaient à leur place au sein de la FPF. Non seulement certaines unions d'églises ont opté pour une double appartenance FPF et CNEF, mais d'autres ont choisi de n'appartenir qu'à la FPF. Il en va de la marche des églises comme de l'aventure humaine, disait le pasteur Jacques Maury, flux et reflux se succèdent. Et bien sûr, il en va de même pour la FPF, même si elle n'est pas une église de plus. Alors l'avenir nous dira si la réflexion lancée en 2017 par la FPF et le colloque d'aujourd'hui à laquelle il contribue constitue le point de départ d'un nouveau flux, d'un nouvel élan. Je vous remercie.
Merci beaucoup, cher Pierre-Yves. Merci aussi d'avoir... je suis très admirative à la fois du parcours que vous nous avez fait faire, qui nous renvoie à des questions qui, pour certaines, ne sont pas nouvelles, et montre aussi une certaine constance dans cette recherche d'unité typique dans notre diversité protestante, mais aussi le chemin parcouru dans une adaptation permanente. Donc merci vivement. Je vous invite à regarder une autre vidéo avant notre prochain intervenant. Je vous signale que vous avez dans la salle à côté cette exposition sur Église verte, et je vous invite à aller la voir, là où il y a la librairie. Alors c'est une grande joie d'accueillir maintenant le sociologue Jean-Paul Willem, qui est directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études. Il a occupé la direction d'études histoire et sociologie des protestantismes. J'ai envie de dire, on ne présente plus Jean-Paul Willem, mais je vais le faire un petit peu quand même, parce qu'il a eu des tas de responsabilités, il en a encore, je ne vais pas tout citer, mais simplement vous dire qu'il est membre et a dirigé le groupe Société, Religion, Laïcité, qu'il a été directeur de l'Institut européen en sciences des religions, et encore, il y en a encore, mais il a sillonné le monde pour participer à des colloques organisés à droite et à gauche, donner des séries de cours et de conférences dans des universités et ailleurs. C'est vous dire que pour nous, c'est, oui, une vraie joie et un honneur d'avoir Jean-Paul avec nous. Et je voudrais vous renvoyer encore à la librairie, puisque toute une partie de ces ouvrages sont aussi là-bas. Je voudrais juste vous signaler le dernier, La guerre des dieux n'aura pas lieu, qui est donc paru cette année, en 2019. Et je vous le recommande vraiment, puisque c'est une analyse très fine de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde.
Donc merci encore Jean-Paul d'avoir accepté notre invitation et je t'invite maintenant à prendre la parole. Donc nous intéresserons avec lui, vous avez ce titre dans vos programmes, aux évangéliques donc, et aux mutations contemporaines du christianisme. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette présentation. Du point de vue d'un sociologue, lorsqu'on parle des évangéliques, je pense tout de suite le département 93, la Seine-Saint-Denis. Et dans la capitale de ce département, Seine-Saint-Denis, il y a 17 lieux de culte évangélique dans la ville de Seine-Saint-Denis. Et lorsqu'on parle en milieu académique, avec les autorités, dans les médias, du paysage religieux français aujourd'hui, les deux grandes dimensions de la reconfiguration du paysage religieux de la France, c'est à la fois tout ce qui tourne autour du fait musulman, et le deuxième grande dimension de cette reconfiguration, c'est l'implantation et la croissance des églises évangéliques. Et donc l'interrogation porte beaucoup sur l'organisation de la pluralité musulmane et des diverses expressions de l'islam et l'organisation de la pluralité protestante et les diverses expressions du protestantisme. Comme les exposés précédents viennent de le rappeler, les évangéliques sont une composante incontestable du protestantisme. Du XVIe au XXIe siècle, ils participent de son histoire et les tensions et conflits qu'ils ont pu provoquer sont structurels au monde protestant, je dirais, font partie de la respiration du protestantisme. L'on dirait cette fâcheuse habitude d'opposer les protestants évangéliques à un protestantisme historique, et plus parler, Pierre-Yves Kirchléger vient de le faire d'ailleurs, d'évangélique historique, car il y a d'autres formes d'évangélisme aujourd'hui, plutôt que d'opposer un protestantisme historique à un protestantisme évangélique. Composante indiscutable du monde protestant, les évangéliques l'ont été et le sont toujours, notamment dans les diverses contestations qu'ils ont exprimées vis-à-vis d'un protestantisme établi, lui reprochant son manque de zèle dans la piété et l'évangélisation, contestation des réveils, et ou son manque d'orthodoxie, contestation opposant une lecture jugée plus orthodoxe de la Bible à des libéraux accusés de ne pas respecter suffisamment l'autorité souveraine des Écritures en matière de foi et de doctrine. L'héritage de ces deux traditions de contestation des évangéliques se retrouve aujourd'hui dans les deux pôles que Sébastien Fath distingue dans le monde évangélique, un pôle piétiste orthodoxe et un pôle charismatique pentecôtiste. À cette contestation du protestantisme établi par les évangéliques ont régulièrement répondu d'autres voix protestantes qui ont critiqué l'étroitesse des évangéliques, leur rigorisme moral et doctrinal, et qui ont de leur côté insisté sur leur attachement à une herméneutique biblique à distance de tout littéralisme d'une part, et leur attachement également à une Église ne se limitant pas aux professants, ne se limitant pas aux plus croyants et pratiquants d'autre part. Ces procès en légitimité et authenticité traversent de siècle en siècle l'histoire des protestantismes et ont revêtu différentes formes. Ils ont manifesté des différences, des divergences, aussi bien d'ordre théologique qu'ecclésiologique, sans oublier tout ce qui relève de la piété individuelle et collective, la façon de vivre et d'exprimer sa relation à Dieu et au Christ, et ce qui concerne l'éthique, ce qui n'est pas rien. Depuis au XVIe siècle, les réformes dites radicales opposées aux réformes magistérielles, jusqu'au XXIe siècle avec les vives tensions en matière d'éthique sexuelle et familiale, sur les questions de bioéthique, en passant par les conflits entre orthodoxes et libéraux au XIXe et XXe, les clivages, tout en opposant des points de vue se prétendant plus légitimes les uns par rapport aux autres, ne se sont pas exprimés de la même façon. Ces diverses prétentions à la légitimité font partie de l'ADN du protestantisme. Le protestantisme a déplacé le lieu de la vérité religieuse, de l'institution ecclésiastique et de ses autorités au message transmis. Et donc, dès lors que l'Église apparaissait toujours à réformer et à améliorer, un protestant qui n'est pas satisfait de son Église se sent libre d'en fonder une autre, car le protestantisme est porteur d'une désacralisation de l'institution ecclésiastique et de ses représentants.
Mais aujourd'hui, comment se présente la situation, comment se présentent les clivages? L'enjeu n'est-il pas de plus en plus l'ancrage protestant de l'évangélisme? L'évangélisme et sa croissance créent-ils ou non une bipolarisation du protestantisme français entre un protestantisme luthéro-réformé et un protestantisme évangélique, ou peut-être entre un protestantisme tout court et l'évangélisme qui déborderait le monde du protestantisme? Quelles sont les incidences des organisations que le protestantisme évangélique s'est donné? Telles sont quelques-unes des questions que je voudrais aborder. En tout cas, consacrer un colloque aux évangéliques de la Fédération protestante de France est en soi emblématique d'une volonté d'un vivre ensemble protestant qui, tout en ne niant pas les divergences qui existent entre les différents membres, veut aller de l'avant, s'inscrire dans un nouvel élan. Première partie, l'évangélisme aujourd'hui est un monde très diversifié et de plus en plus organisé. Étonné par la croissance du nombre de lieux de culte évangélique et la vitalité de leur communauté, frappé par la grande diversité culturelle de leurs assemblées et par la religiosité très expressive qui s'y déploie, interpellé par différents événements tels que le drame de Stein en 2012, un lieu de culte qui a brûlé, il y a eu des victimes, interpellé par l'occupation de la place publique à travers les marches pour Jésus, stigmatisé par certains élus comme contribuant au communautarisme, voire accusé de nourrir les radicalisations, les médias, ces dernières décennies, se sont régulièrement intéressés au monde évangélique avec souvent un biais négatif. Les médias et certaines enquêtes ont fortement contribué à construire une image bipolarisée du protestantisme français, opposant ce protestantisme évangélique aux 1000 visages au protestantisme historique des luthéros réformés. Cette bipolarisation est d'abord et avant tout une construction médiatique. Et elle s'est peu à peu imposée, elle a été reprise. La création du CNEF en 2010, la stratégie de conquête de légitimité, l'intense communication qu'il a mise en œuvre ont participé à la construction sociale de cette image bipolarisée du protestantisme. Ce faisant, les évangéliques de la Fédération protestante de France sont passés un peu inaperçus. Je tiens à l'affirmer d'entrée de jeu, le fait même qu'une vingtaine d'églises ou unions d'églises évangéliques acceptent de coopérer au sein de la Fédération protestante de France avec des églises luthéro-réformées vient briser cette image bipolarisée. Qui plus est, quelques-unes de ces églises étant à la fois membres de la Fédération protestante et du CNEF, elles occupent une place emblématique attestant que l'évangélisme est une composante du protestantisme et participe de son développement pluriel. Mais regardons-y de plus près. La création en 2010 du CNEF, sur la base d'un rassemblement des deux pôles piétistes orthodoxes et charismatiques pentecôtistes, marque une étape importante de l'histoire de l'évangélisme en France, une étape caractérisée par l'affirmation d'une identité évangélique commune à toutes les églises membres, au-delà de leur diversité. Cela a contribué ad intra à ordonner la diversité du monde évangélique, à définir certaines limites, par exemple par rapport à l'évangile de la prospérité. Ad extra, cela a contribué à mieux visibiliser la sensibilité protestante évangélique et à se faire davantage reconnaître, perçue par les autorités. Le CNEF déclare vouloir, je cite, « promouvoir l'identité et l'unité du protestantisme évangélique ». Unité du protestantisme évangélique, pas du protestantisme en général, ce qui incombe par contre à la Fédération protestante. Même si l'intitulé ne le mentionne pas, le CNEF s'entre explicitement dans le protestantisme. Il y a un pôle FPF au sein même du CNEF, il a déjà été mentionné, je n'y reviens pas. Je remarque que le CNEF parle plus volontiers de chrétiens évangéliques que de protestants, et parle plutôt d'églises protestantes évangéliques. Mais pour désigner les individus, il parle plutôt de chrétiens évangéliques. Sur les 28 églises ou unions d'églises membres du CNEF, seules 2 incluent le qualificatif de protestants, la communion d'églises protestantes évangéliques et l'Union nationale des églises protestantes réformées évangéliques de France. Mais certains n'ont pas besoin d'inclure le qualificatif de protestant dans leur... On sait tous que les églises baptistes sont protestantes, que les églises méthodistes sont protestantes, donc cela ne vaut que pour certaines églises. Et il y a donc cette coordination évangélique au sein de la Fédération protestante de France qui s'est
qui s'est développée suite notamment à la décision du synode de l'Épuf en 2015 d'autoriser la bénédiction de couples de même sexe. Et donc, cette coopération évangélique de la Fédération protestante de France occupe, à mon sens, une position pivot qui lui donne un rôle essentiel à jouer dans les rapports entre évangélisme et protestantisme. Avec la Fédération protestante de France, le CNEF, avec le pôle évangélique, les pôles de la Fédération protestante, des évangéliques de la Fédération, au niveau de la Fédération protestante de France, l'évangélisme apparaît comme une composante du protestantisme. Dans le second cas, celui du CNEF, c'est le protestantisme qui apparaît comme une composante de l'évangélisme. Je dis, c'est des questions de nuances, mais c'est presque des questions de priorisation dans l'affichage identitaire. Une priorisation d'abord protestant évangélique ou bien d'abord évangélique et protestant. Dans les deux cas, il n'y a pas le même rapport à l'histoire du protestantisme. L'évangélisme est un monde et les évangéliques de la Fédération n'en constituent qu'une des composantes. Je distingue quatre grandes composantes du monde évangélique en France. Les évangéliques de la Fédération protestante de France, première composante. Deuxième composante, les évangéliques du CNEF. Ces deux entités se recoupent en partie. Troisième composante, les évangéliques qui n'appartiennent ni à la Fédération protestante ni au CNEF et qui forment environ un tiers du paysage évangélique en France. Et quatrième existence, les évangéliques au sein même de l'Église protestante unie de France et de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Ne pas oublier que la sensibilité évangélique s'exprime aussi à l'intérieur même des églises réformées et luthériennes. Une très grande diversité donc, et ce protestantisme évangélique a incontestablement pris de l'importance au sein du protestantisme français. Selon l'enquête Ipsos de 2017, dont Réforme avait à l'époque largement fait état, 45% des protestants s'identifiaient, qu'ils soient ou non membres d'une église évangélique, comme chrétiens évangéliques. On peut toujours discuter sur ce qu'ils mettaient sous ce terme de chrétien évangélique, mais le fait est là. En comptabilisant 650 000 pratiquants réguliers et 2513 lieux de culte, le CNEF confirme cette incontestable vitalité évangélique en France. L'enquête Ipsos de 2017 avait également révélé que si 25% des protestants de cette enquête ne l'étaient pas auparavant, mais l'étaient devenus, c'est-à-dire qu'ils s'étaient convertis au protestantisme, on le devait particulièrement à la sensibilité évangélique. Mais il ne faudrait pas en conclure qu'il n'y aurait des pôles de vitalité que dans le monde du protestantisme évangélique. Il y a aussi des pôles de vitalité dans les églises luthéro-réformées, y compris de sensibilité libérale, et l'Église réformée de l'Étoile en est d'ailleurs une des manifestations. Cette croissance des évangéliques est attestée dans différents continents, en particulier en Afrique, en Amérique latine et en Asie. En 2018, à l'échelle mondiale, un chrétien sur 4 serait évangélique, selon les statistiques établies par Sébastien Fath. Et l'évangélisme à l'échelle mondiale représenterait 70% des protestants dans le monde. Mais il faut manier ces statistiques avec d'infinies précautions. S'il est incontestable qu'il y a une croissance des évangéliques, celle-ci est plus attestée parmi les évangéliques pentecôtistes ou pentecôtisants que parmi les évangéliques orthodoxes piétistes. À l'échelle mondiale, certains visages de l'évangélisme ou d'églises et mouvements qui se prétendent évangéliques ou qui sont réellement évangéliques mais qui posent diverses questions, certains visages de l'évangélisme font frémir et ternit jusqu'en France l'image de l'évangélisme. Méthode contestable d'évangélisation et de conversion, y compris conversion des homosexuels à l'hétérosexualité, exploitation financière, simulacre de guérison, manipulations diverses, collusion avec l'extrême droite, créationnisme, viennent nourrir des perceptions négatives de l'évangélisme et leur donner une part de vérité. Et cette image mondiale de l'évangélisme rejaillit également dans notre pays. Des auto-entrepreneurs charismatiques sans autre contrôle qu'eux-mêmes favorisent ce type de dérive. Je voudrais maintenant poursuivre en vous présentant une vingtaine de thèses et questions relatives
à l'évangélisme. Je vais passer très vite sur certaines et m'attarder sur d'autres. Historiquement et théologiquement, une grande partie des évangéliques appartiennent au monde pluriel du protestantisme, je n'y reviens pas. Dans ce monde pluriel, des critiques réciproques entre évangéliques et non-évangéliques s'expriment. Il ne faut pas avoir une vue trop irénique de la situation. Il y a des critiques réciproques qui s'expriment de façon plus ou moins vive, de façon plus ou moins diplomatique, mais elles s'expriment et cela peut aller jusqu'à contester l'authenticité chrétienne des uns et des autres. Démographiquement, le nombre d'évangéliques est en progression, y compris avec l'augmentation du nombre d'évangéliques d'origine étrangère. C'est également important à noter. Et le monde évangélique s'est davantage organisé et rendu plus visible. Alors j'en viens à des choses que je vais plus commenter. L'évangélisme s'est aussi affirmé au plan théologique, avec notamment la création de la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Je n'ignore pas la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence, la faculté adventiste, mais la faculté de Vaud marque une étape importante dans une visibilisation, une réflexion interdénominationnelle de théologie évangélique, et cela se traduit aussi par des revues et des publications. L'évangélisme est particulièrement engagé dans l'action sociale. Il est éminemment significatif qu'après le baptême Martin Luther King en 1964, ce soit en 2018 un pentecôtiste, le docteur Denis Mukwege, qui ait reçu le prix Nobel de la paix. Alors voilà une de mes thèses importantes. À travers le passage d'une religion par héritage à une religion par choix, sociologiquement, les protestants sont tous évangéliques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que dans une société où il n'est plus évident d'être religieux, d'avoir une appartenance religieuse et une pratique religieuse, le conformisme, c'est ne pas avoir de religion, le fait de ne pas avoir de pratique religieuse. Et le non-conformisme, c'est le fait d'avoir une religion. Autrement dit, par une évolution sociologique, c'est un choix volontaire, assumé et donc militant que de se dire chrétien ou d'une autre religion. C'est ce que j'appelle l'évangélicalisation du christianisme, sans le fait que par sa situation minoritaire et de non-conformisme dans une société sécularisée, ça fait de toutes les églises, des églises à certains égards de profession de témoins. Par contre, théologiquement, les protestants ne sont pas tous évangéliques. Ils diffèrent au plan du vécu chrétien, de la vie en église, de la lecture de la Bible, de la façon de concevoir l'évangélisation. Et la question que je pose, est-ce que l'évangélisation sociologique du christianisme atténuerait-elle la portée des clivages théologiques et ecclésiologiques? Autrement dit, le fait de tous se retrouver dans une condition minoritaire, dans des sociétés radicalement sécularisées, fait que l'on soit luthéro-réformé, que l'on soit de sensibilité plus libérale, que l'on soit de sensibilité plus évangélique. Le défi est le même, de témoigner de l'Évangile dans une société hyper sécularisée. Et donc les mutations sociologiques elles-mêmes transforment, à mon sens, les relations entre protestants évangéliques et les autres protestants. L'évangélisme est fortement internationalisé, il se déploie en réseaux transnationaux qui relativisent les rapports au territoire. L'évangélisme, ça me fait penser à ce que rappelait Heinrich Heine, la religion est une patrie portative, et l'évangélisme, notamment les migrants qui sont impliqués dans les églises évangéliques, c'est leur territoire symbolique, c'est la communauté des croyants convertis, qui peuvent retrouver en Europe ou dans le pays d'Afrique dont ils sont originaires. Et ça crée des réseaux transnationaux. Ils n'ont pas le même rapport au territoire. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est un phénomène qui frappe de plein fouet ce que Jean Bobéro avait pu appeler l'ethno-protestantisme, le lien très fort du protestantisme à son territoire français, à son histoire particulière. L'évangélisme bouscule un peu ses frontières géographiques et historiques dans la façon même d'attester l'Évangile, car j'ai quelquefois rencontré des personnes qui se sentaient plus protestants que chrétiens et pour lesquelles l'histoire du protestantisme était presque un article supplémentaire de leur foi protestante. L'évangélisme manifeste particulièrement la multiculturation du christianisme
à travers ces expressions africaines, asiatiques, latino-américaines. Ceci est extrêmement important. Et on peut se demander si une des grandes caractéristiques du monde évangélique aujourd'hui, c'est pas l'évangélisme piétiste, charismatique, pentecôtiste. Il y a des différenciations de ce type, mais les différences entre l'évangélisme français historique, l'évangélisme africain, l'évangélisme des Chinois, l'évangélisme des Coréens, l'évangélisme des Brésiliens, ça apporte toutes sortes de distinctions, avec le fait que l'importance des évangélismes d'expression africaine, les cultures africaines insistant beaucoup sur l'oralité, il y a là des affinités entre certains traits de culture africaine et de nouvelles expressions pentecôtisantes du christianisme. L'opposition entre les évangéliques et les autres protestants se manifeste aujourd'hui dans le domaine de l'éthique sexuelle et familiale, plus qu'au plan dogmatique. C'est un constat, je passe rapidement. Les différences apparaissent particulièrement dans la piété, le style de religiosité, dans la façon de manifester individuellement et collectivement sa relation à Dieu et au Christ. C'est dans le vécu et la façon même de vivre intimement sa foi et de le manifester que ce sont précisément, et moi je choisis à dessein le terme de sensibilité, c'est des sensibilités différentes. Les évangéliques se positionnent différemment dans le domaine des dialogues interreligieux et de l'écuménisme, car les évangéliques sont plus hardis dans une façon de penser qu'il faut évangéliser les musulmans, les personnes d'autres religions, alors que d'autres positions dans le dialogue interreligieux sont plus respectueux de l'altérité religieuse et ne conçoivent pas de la même façon les rapports. Ils ne placent pas les rapports avec les autres religions sous la dimension première. Il faut les évangéliser, les convertir au christianisme. Dans l'écuménisme chrétien, vous savez aussi qu'un véritable dialogue catholico-évangélique s'est développé à côté d'autres dialogues luthéro-réformés catholiques. Tous les milieux sociaux sont représentés dans les églises évangéliques, mais la façon concrète de parler de Dieu et de son pouvoir de transformer la vie quotidienne rencontre un écho particulier parmi les populations modestes et en situation migratoire. Ça, c'est un point important dont on ne parle pas assez, les différenciations sociales, socioculturelles dans le monde protestant et dans le monde évangélique. Et il y a des formes d'expression de la prédication, des formes de culte qui, manifestement, rencontrent un écho particulier, à la fois parmi des populations modestes et des personnes venant d'autres aires culturelles que la France et l'Europe. La place et le rôle des femmes restent un enjeu important, même si plusieurs églises évangéliques ont commencé à accepter des femmes pasteurs. Une double représentation du protestantisme auprès des pouvoirs publics, à travers la FPF et le CNEF, entraînerait une bipolarisation entre une fédération protestante et une fédération évangélique. Je le note, ça me semblerait, il y aurait un effet d'entraînement incontestable, ça créerait cette bipolarisation. Donc là, ça serait moins entre un protestantisme luthéro-réformé et un protestantisme évangélique, ça serait fédération protestante d'un côté, fédération évangélique de l'autre, avec l'interrogation que l'on peut avoir sur le développement d'un évangélisme mondial à multiples facettes qui s'affirmerait plus comme une nouvelle expression du christianisme après le catholicisme, l'orthodoxie, le protestantisme, et qui prétendrait dépasser toutes ces frontières confessionnelles. La thèse 18 de protestantisme évangélique est trop méconnue en France. Des efforts pédagogiques sont nécessaires pour expliquer son histoire et ses caractéristiques. À l'arrière-plan, il y a toute la question de l'inculture religieuse et de l'analphabétisme religieux dans des sociétés de plus en plus sécularisées, mais cela vaut particulièrement pour le protestantisme évangélique. Il y a un gros effort d'information, d'explicitation à faire pour que ce protestantisme soit mieux connu dans son histoire et ses caractéristiques. Injustement vilipendé, amalgamé à diverses expressions de radicalisation,
l'évangélisme ne devrait-il pas dénoncer plus fortement les pratiques contestables de certains pasteurs? J'ose cette affirmation parce que l'actualité est faite de cela régulièrement. Il y a des faits qui sont rapportés et qui émeuvent l'opinion publique, qui font le chou gras des journalistes. Et c'est un fait avec lequel il faut compter et qui demande peut-être des réactions. Certains évangéliques ne disposent pas de lieux de culte décents et sécurisés. Après l'islam des caves, l'évangélisme des salles louées dans des lieux précaires. Est-ce que ce n'est pas aussi un défi, les lieux de culte décents pour les diverses expressions du monde évangélique? Alors, je vais terminer par vous donner quelques échos d'une petite enquête que j'ai faite avec l'aide logistique de M. Vincent Miéville auprès de la vingtaine de membres de la coopération évangélique de la Fédération protestante. J'ai juste posé 2 questions à cette vingtaine de membres. Comment exprimeriez-vous aujourd'hui le sens de votre appartenance à la Fédération protestante de France? Ensuite, deuxième question, qu'attendez-vous de cette participation à la Fédération protestante de France? 11 églises ou unions d'églises ont répondu sur les 20, mais je crois que c'est assez significatif de la position des différents membres de la coordination évangélique de la Fédération. Comment exprimeriez-vous aujourd'hui le sens de votre appartenance à la Fédération protestante de France? 6 grands arguments, dont un qui se détache très nettement, et cela ne vous étonnera pas, ça a d'abord été mentionné par M. Miéville tout à l'heure, parce que nous sommes protestants, tout simplement, parce que nous sommes protestants. On peut penser évangélique en dehors du protestantisme, dit l'un, et plusieurs fois certains emploient le mot famille. Nous faisons partie de la famille protestante. Le vocable de famille revient particulièrement dans ces réponses. Donc, sens de l'appartenance parce que nous sommes protestants. Deuxième argument, parce que la Fédération protestante permet de faire dialoguer et travailler la diversité. Un lieu où la diversité est non seulement prise en compte, mais elle est en travail. Elle fait discuter, c'est un terrain qui est régulièrement labouré avec les inévitables tensions et conflits que cela peut apporter, mais c'est un dialogue et une interpellation mutuelle. Troisième argument dans le sens de la fédération, pour expliquer le sens de d'être inscrit dans la Fédération protestante de France, la Fédération est une plateforme et pas une super église, attachée au fait que la Fédération protestante a une charte et non une confession de foi, qu'elle dessine une communion fraternelle admettant toute la diversité des églises membres. Quatrième argument pour l'écuménisme et l'ouverture à d'autres églises chrétiennes. Cinquième argument, parce que la Fédération permet de représenter les protestantismes auprès des autorités et de participer aux débats sociétaux. Sixième argument, parce que la Fédération permet de participer aux divers services d'aumônerie et de bénéficier des différents services, en particulier le service média pour la communication. La deuxième question, qu'attendez-vous de cette participation à la Fédération protestante de France? 3 grandes aspirations qui ne vous étonneront pas. D'une part, une prise en compte plus conséquente des évangéliques au sein de la Fédération. Ce n'est pas un scoop, je pense que vous vous attendiez à ce type de réponse. Une écoute, je cite quelques propos, une écoute plus respectueuse de la voix évangélique, chasser les incompréhensions et les clichés qui ont malheureusement la vie dure, et certains souhaitent explicitement une plus grande implication et répartition des évangéliques dans les différents services et différentes commissions. Deuxièmement, comment, par quels moyens? Tout d'abord, renforcer le projet fédératif, mettre en œuvre les axes qui ont été établis dans le rapport établi par Valérie Duval-Pujol et Christian Krieger, mettre en œuvre les axes du nouvel élan, valoriser l'héritage commun et favoriser le partage plutôt que l'arbitrage. Enfin, troisièmement,
que la Fédération protestante soutienne et aide les évangéliques vis-à-vis des autorités. Je suis frappé que cet argument aussi est avancé par les uns et les autres, la Fédération comme instance de défense des évangéliques auprès des pouvoirs publics lorsqu'ils sont mis en cause ou des problèmes se posent. J'en arrive à ma conclusion. Les évangéliques nous rappellent qu'avant d'être protestants, on est chrétien. Ils questionnent l'ethno-protestantisme qui insiste sur un territoire et une histoire particulière. Et je voudrais faire une petite réflexion à partir d'une remarque que Patrick Cabanel fait à la fin de son ouvrage « Histoire des protestants en France », puisque Patrick Cabanel reprend ma notion d'évangélicalisation et il écrit qu'à une certaine évangélicalisation des secteurs du monde réformés correspondrait en regard d'une certaine huguenotisation des secteurs du monde évangélique par appropriation évangélique de l'histoire des protestants en France. Donc, hypothèse d'une certaine huguenotisation des évangéliques. Je ne suis pas très convaincu qu'il y ait développement de cette huguenotisation des évangéliques. Je crois beaucoup plus fort de la tendance d'évangélicalisation du christianisme. Et d'ailleurs, Patrick Cabanel l'admet, puisque quelques lignes après, à la fin de son ouvrage, il écrit ceci: « L'histoire des Huguenots est pratiquement close. L'aventure des protestants en France même n'a jamais été aussi vivante, riche et diversifiée. » Autrement dit, l'évangélisme serait peut-être plutôt la manifestation d'une déshuguenotisation du protestantisme français. J'ose cette formule. En tout cas, le fait qu'il y ait des églises membres du CNEF au sein de la Fédération protestante et donc des églises membres de la Fédération au sein du CNEF empêche de considérer la Fédération protestante et le CNEF comme deux organisations alternatives, l'une par rapport à l'autre. Si la deux appartenance à la Fédération et au CNEF n'était plus possible, on assisterait alors à une bipolarisation du protestantisme français qui s'exprimait soit sous la forme d'une bipolarisation protestantisme luthéro-réformé, protestantisme évangélique, soit sous la forme d'une bipolarité protestante d'une part, évangélique d'autre part. Mais l'une, on peut nourrir quelques arguments pour l'une ou l'autre hypothèse, mais le second scénario, une forme de bipolarité protestante d'une part, évangélique d'autre part, n'est pas à exclure, a priori, car nombreux sont celles et ceux qui valorisent plus l'identité chrétienne évangélique que l'identité protestante, voire qui pourraient tendre à ringardiser l'identité protestante dans la façon de se positionner. Je termine par deux remarques. Nous vivons une époque, une situation de radicalisation de la sécularisation, après avoir désenchanté les promesses religieuses. La sécularisation a également désenchanté les promesses séculières, en partie politiques, par lesquelles on a cru pouvoir remplacer les promesses religieuses. Et je parle en ce sens d'une radicalisation de la sécularisation. Et dans une société hyper sécularisée, se fait particulièrement ressentir le besoin d'hommes et de femmes de conviction, affichant clairement des positions dans une situation de déshérence du sens et de individualisation du sens. Et donc, je conclurai, puisque Anne-Laure Danet a eu la gentillesse de signaler la parution de mon ouvrage « La guerre des dieux n'aura pas lieu », en disant, mesdames et messieurs, chers amis, chères sœurs et frères, la guerre des protestantismes n'aura pas lieu. Merci beaucoup Jean-Paul pour cette lecture qui met en perspective, qui questionne, qui corrige des clichés, qui renouvelle le regard et qui permet de mieux comprendre les évangéliques et par eux le protestantisme. Merci encore. Nous sommes complètement dans les temps, alors vous avez droit encore à une vidéo avant le repas.
encore merci à Claude Batty, à Pierre-Yves Kirchléger et Jean-Paul Willem pour vos interventions riches et stimulantes là, qui nous encouragent pour poursuivre à la fois la réflexion et les échanges. C'est le moment du repas, alors vous pouvez en profiter pour échanger. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Je vous rappelle que le repas est libre et qu'il y a de nombreuses possibilités dans le quartier. Et nous nous retrouvons à 14h précises. Bon appétit à tous.